Jérôme, quand tu m'as dit que notre prochain invité serait en studio à 13h, je me suis dit, il va sûrement être en studio avec moi à Montréal, parce que peut-être que Valérie Plante a demandé des conseils sur comment déneiger sa ville. Puis il est souvent à Montréal aussi. T'es à Montréal la semaine passée aussi. N'importe quoi. Ben oui, de Québec. T'as-tu tes Tractionaid, Jonathan? J'avais apporté ma pelle pour aider, mais heureusement, la température est plus douce depuis quelques jours. Fait que je pense que finalement, ils vont laisser fondre ça. C'est comme une tempête au printemps, là, on va laisser fondre ça. Mais ça vous dit quoi quand vous regardez les déboires de Montréal? Est-ce que c'est la réalité d'une métropole qui doit composer avec ses défis, les grosses chutes de neige ou tout ça? Ou on est juste, on se flatte la bédaine puis on pense qu'on est juste meilleur à Québec? Non, il y a des réalités qui sont différentes. Là. Si on compare juste Québec à Montréal puis on se dit c'est la même chose, on se trompe. Là. On se met la tête dans le sable. Je ne sais pas la réalité de Montréal. Ce que nous, on a fait, par contre, qui a fait une différence, c'est de ramasser le jeudi de la première tempête dès le premier soir. Les autres qui ont arrêté 24 heures, je pense. Ils ont pris un break de 24 heures, je pense. Fait que je ne sais pas pour quelle raison, puis c'était peut-être la bonne décision pour eux, mais je parle pour nous. Après coup, ce qu'on se rend compte, c'est que nos équipes ont eu la bonne intuition. Ça a fait une différence et ça a permis de ramasser la deuxième plus vite. Le premier soir de la deuxième, on a sorti 10 000 camions de neige. Normalement, une grosse tempête, on a sorti 6 000. Fait que le monde a travaillé en maudit, comme dirait l'expression en salle. Là. Le monde a travaillé vraiment, vraiment très fort. Nos employés, nos cols bleus, les entrepreneurs, puis ça a fait une différence. Moi, je pense que c'est une question de respect des automobilistes aussi, parce qu'à Montréal, ils ont continué même à donner des contraventions. Les autos étaient pris d'un vent de neige, pas de place à se stationner, pas de stationnement. On donne des contraventions. On dirait aussi que la priorité n'était pas mise sur le déneigement, comme si il allait plus avoir de vrais hivers à cause des réchauffements climatiques et tout ça. Est-ce que ça a pu être tentant dans les dernières années de lever la tête un peu comme on dit au golf, là, de dire, les hivers vont être moins pires qu'avant, on va moins porter attention à ça? Pour Montréal, je ne sais pas. Pour nous, c'est pas vrai. OK. Pour nous, on met plus d'argent qu'on n'en a jamais mis. Puis souvent, on a eu un débat, on en a parlé ici. On en met même énormément, puis le budget gonfle. Mais tu as raison, changement climatique ou non, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de tempêtes. Ça peut même vouloir dire qu'il y a des tempêtes qui tombent 1 mètre dans la neige. Intense. Ben oui. Ouais. Parce que c'est la même chose l'été avec les pluies diluviennes parfois. Fait qu'on ne se prépare pas à plus d'hiver, pas de neige. On se prépare à des changements qui font en sorte que l'hiver est plus pareil. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Le Maire, avec la consultation que vous aviez lancée? De mémoire, c'était quelque part au mois de juin, là, sur le déneigement. Puis je pense que ça fait plus qu'un an de ça. C'était pas en juin dernier. Bref, sur le fait qu'on pouvait plus continuer comme ça. Puis là, on avait l'impression qu'il y avait comme une voie de tracé vers soit une espèce de désinvestissement, désengagement en matière de déneigement ou de justifier des augmentations de taxes. Non. Cet exercice-là sur le déneigement en disant on peut plus continuer comme ça nous a mené où, finalement? Bien, d'abord, c'était ni un ni l'autre des objectifs que tu nommais. Là. On a toujours c'était le sentiment que ça donnait un peu. Oui, mais c'était pas ça. Puis je vous l'avais dit que c'était pas ça. C'était juste dans le but de dire comment on fait pour juguler ce poste budgétaire qui explose. Quand je suis arrivé, c'était 60 millions, on est rendu à 100 millions. Alors, le but, c'est pas de dire on le fera pas. Puis on a toujours dit, le grattage doit se faire. Ce qu'on remet en question, c'est la quantité de neige où on enlève la neige. Faut-tu le faire à partir de 5 comme on le fait maintenant, ou on le fait à partir d'un peu plus pour faire en sorte qu'on est capable d'économiser un peu. Mais le but, c'est que ça soit bien déneigé, que les automobilistes puissent circuler. Et ce qu'on vous avait dit aussi à l'époque, c'est que ce travail-là, il se poursuit parce que l'engagement des processus, là, ça n'allait pas se changer dans une année. C'est ce qu'on avait dit. Fait qu'on va continuer la réflexion pour l'an prochain et les hivers d'après avec les citoyens. Mais il y a une volonté de dire ça ne peut pas partir en vrille avec le budget, ça n'a pas de sens. La vérité sur le déneigement des pistes cyclables, c'est quoi, M. le maire? Parce que les jeunes écrivent souvent. Les gens ont l'impression des fois que, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, vous me le direz, que les pistes cyclables sont comme déneigés en priorité. Là, on sait qu'avec la grève, ce ne sera pas le cas, mais en temps normal, là, l'ordre de priorité, comment ça fonctionne? C'est-tu les trottoirs proches des écoles? C'est quoi l'ordre de priorité, le classement? Les côtes. Les côtes en premier? Bien là, si jamais tu perds une côte, ça va pas bien. Là. Oui. Puis on a un peu ici des côtes. On a quelques-unes. On a quelques-unes. Donc, les côtes. Après ça, tu nommes tout ce qui est services d'urgence, hôpitaux, autour des hôpitaux, évidemment les corridors scolaires, les grands axes, qui sont des priorités qu'on appelle 0, 1 et 2. Puis après ça, on s'en va vers les priorités 3, 4, qui sont les rues de quartier, les rues résidentielles, jusqu'à des petites rues dans des quartiers, qui, elles, sont déneigées un peu moins fréquemment durant les tempêtes et on enlève la neige un peu plus tard. Les pistes cyclables sont où dans ça? Alors, les pistes cyclables, c'est pas des priorités 1 puis 2. C'est à la fin complètement ou au milieu? Ça fait partie des priorités 3, 4. Là. Ça fait partie de... Quand même. Dépendamment de l'axe sur lequel ils se retrouvent aussi. Parce qu'ils ne sont pas tous déneigés également, les pistes cyclables. Là. Mais les gens pensent... Ça, c'est facile. Là. Mais moi, j'en ai plein de photos à vous montrer où la rue est déneigée, pas à piste cyclable. Là. Il y a une collection de gens qui se dépêchent dès qu'ils voient quelque chose. Ils font la piste cyclable est déneigée, pas en rue. Attendez. On le remarque, c'est vrai. Ah ouais, mais je peux vous démontrer que c'est pas vrai que c'est une priorité.
0. C'est pas vrai que c'est une priorité 1. C'est pas l'équivalent des corridors scolaires. Ça passe avant quoi, si c'est 3 à peu près? Ben, ça passe avant quoi? Ça dépend de l'axe sur lequel ils sont. Ouais. Si elle est sur chemin Sainte-Foy, c'est pas le même déneigement que si elle est dans un quartier de Sillery. Là. Ben, mettons, chemin Sainte-Foy ici, ça passe avant quoi, là? Ben, ça doit ressembler, je te dis ça au pif, là, mais ça doit ressembler à priorité 3. Là, priorité 2, 3, quand on déneige l'axe chemin Sainte-Foy. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que le déneigement des pistes cyclables, parfois, se fait par des contracteurs. Fait que tu as des rues où la piste cyclable n'est pas déneigée par le même entrepreneur, que ce soit des cols bleus ou un entrepreneur, que celui qui fait la voie. Fait que des fois, ça arrive qu'ils ne passent pas en même temps. Ça se peut qu'il passe avant sur la piste cyclable, pas parce qu'il a priorisé, parce que lui, cet entrepreneur-là, c'est là qu'il a fait, alors que celui qui fait la voie va la faire un peu plus tard. Mais il n'y a pas... C'est complètement faux de dire qu'on priorise les pistes cyclables aux grands axes, aux priorités 1 et 2. C'est pas vrai. Si j'allais dans les réglages de votre téléphone cellulaire pour voir quelle est l'application la plus consultée sur votre téléphone ces jours-ci, est-ce que c'est l'application de Météo Média avec la grève des cols bleus? Parce que là, ça a bien été avec les 2 grosses tempêtes, mais est-ce que vous priez le bon Dieu pour qu'on n'ait pas de grosses chutes de neige? Parce que là, les cols bleus, on dirait on n'en a pas trop parlé dans les derniers jours. On en a parlé avant le déclenchement, mais il y a une grève. Puis si jamais ça tombe, ce ne sera pas juste les bacs de recyclage puis les vidanges qui vont être affectés. Là. Nos services, on la trouvera pas drôle. Là. Non, déjà, ça a des incidences là, sur les familles, sur les jeunes dont le sport est fermé, là, que ce soit les arénas, des piscines ou certains centres. Là. Ils ne sont pas tous fermés, mais dans certains arrondissements, même les patinoires extérieures sont fermés, dépendamment si c'était des cols bleus qui le faisaient ou si c'était donné à du privé ou à du communautaire pour le faire. Fait que déjà, ça a beaucoup d'incidences. Là. Beaucoup de familles m'en parlent. Beaucoup de gens sont... Alors qu'en fin de semaine, ça a été la fin de saison approche, puis on n'est pas capable de dire aux gens qu'il va y avoir une fin de saison. Ça me fait mal. Là. Ça négocie-tu un peu cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Là? Demain, il y a une rencontre avec le médiateur. Là, on parle de où? Là, y a-tu? Parce qu'on apprenait la semaine passée qu'ils ont refusé, par exemple, dans certains types d'emplois, jusqu'à 93 000 de 77 à 93 000 par année. Je veux dire, on ne s'est pas rapproché depuis la semaine passée, ça n'a pas négocié. Fait qu'on est encore loin. Là, oui, mais c'est aussi que ça n'a pas négocié. Il y a 93 000 pour quelqu'un qui est en classe 12, c'est un bon salaire. Moi, je trouve que c'est un très bon salaire. Ils veulent 101 000, eux autres. Là. Oui, c'est ça. Alors, l'augmentation qu'ils souhaiteraient est au-delà de 30 sur le nombre d'années qu'on négocie. Nous, on leur offre 21,5, ce qui est l'équivalent de ce que, grosso modo, les autres groupes ont, là. Il y a une équité. Pourquoi je donnerais plus au col bleu que je donne au col blanc en augmentation? Pourquoi je donnerais plus au col bleu que je donne aux professionnels, que je donne à d'autres corps d'emploi? On vient d'avoir une entente avec le syndicat des pompiers et pompières. Ils vont statuer là-dessus. Elle n'est pas encore entérinée, mais avec l'exécutif de ce syndicat-là, on essaie de travailler l'équité. Pourquoi on donnerait plus à Jérôme qu'à Catherine en augmentation? Au final, il y a... Excellente question. Hein? Voilà, on devrait plus donner à Catherine. Bon, puis Jonathan n'en parle pas, il est à Montréal. Lui, il est payé par un autre poste budgétaire. C'est ça, exactement. mais c'est ça, l'équité, là. Si demain matin, je dis, oui, ça a des conséquences, cette grève-là. Oui, ça fait suer. Oui, les familles payent le prix. Oui, les gens payent le prix. Mais si je dis, bien, OK, on ouvre les goussets, les autres qui ont négocié de bonne foi, on va faire, pourquoi nous autres, on n'avait pas accès à ça? Alors, le but, c'était pas de dire on va négocier col bleu avant, après, pendant. C'était de dire on a 5 gros syndicats qu'on va prioriser. Pompiers, policiers, col bleu, col blanc, professionnels. On en a signé 2. On verra ce que les pompiers, comment ils apprécient l'entente qu'on a avec leur exécutif. On pourrait en avoir 3 peut-être, on verra. Attendons. Mais le but, c'était de dire, dès qu'on est prêt, on avance le plus vite possible pour sécuriser nos employés, leur dire qu'ils sont importants, leur donner un salaire décent. Mais non, c'est pas barre ouverte. On a évoqué les chiffres, Jérôme l'a dit, mais bon, les classes 1, classe 12, les différences, essentiellement, eux veulent une trentaine de % d'augmentation. Plus que 30%. 32, 33, quelque chose comme ça. Ouais. Ça donne une bonne image aux gens, mais pour essayer de comprendre, pour comprendre l'impact, M. Marchand, est-ce que vous êtes capable de nous dire, ce serait quoi le coût de céder? Tu sais, la différence entre, mettons, le 93 000 puis le 101 000, où pour une classe 1, vous offrez 76 000, ils veulent 74 000. Ça coûterait combien à la Ville sur une base annuelle? Puis comment ça pourrait se répercuter sur le compte de taxes, sur le coût des services et tout ça? Parce qu'à un moment donné, il faut payer pour ça. Bien, ça va vouloir dire, dépendamment de où on finirait l'entente, ça va vouloir dire, mettons qu'on... Alors, eux autres vont dire, oui, mais on peut prioriser le salaire au col bleu. Mais si on priorisait le salaire au col bleu, puis on enlève des services aux citoyens, qu'on enlève les bases de plein air qui sont gratuites, qu'on enlève les espaces gratuits pour lesquels les familles peuvent utiliser les services de la Ville, ça a un effet négatif. En termes de coût, on parle en millions de dollars. Ça veut dire que dépendamment d'où on finit, à 4, 5, 6, 7, 8 % de ce qu'ils demandent, bien, on se retrouve avec des comptes de taxes qui montent de 1, 2, 3 %.
C'est énorme. C'est énorme. Mais combien de temps vous êtes prêt à endurer ça pour une question de rigueur budgétaire? À Saint-Georges, là, ça a été très, très long. Je comprends que c'est beaucoup plus petit. Là, c'est pas les mêmes budgets, les mêmes enjeux, tout ça, mais ça a traîné des mois et des mois et des mois. C'est beaucoup la jeunesse, les enfants qui ont les payé enfants, le prix. moi, on me parle de cours de gymnastique. Évidemment, le fameux hockey dans les arénas, vous l'avez dit tantôt, on ne sait même pas. Patin de vitesse. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un cède à quelque part. Êtes-vous prêt à négocier sur quelque chose? C'est sur les conditions? Ils ont déjà des bonnes conditions aussi. Mais ça s'ajoute. On a déjà signé avec eux le normatif. Oui. Le normatif, pour ceux qui ne sont pas dans les relations de travail, c'est tout ce qui est en dehors du salaire. Fait que tout ça est réglé ici. Oui, mais il y en a des gains là-dessus. Là. Il y en a des, je donne comme des quoi, exemples, mettons? Là, des fonds de pension, des gains sur l'agilité qu'ils veulent gagner par rapport à leurs conditions de travail. Il y a des gains là-dessus. Là. Le travail, c'est pas juste le salaire. Le salaire, c'est important, ce qu'on gagne. Là. Personne ne veut travailler pour de l'eau et des roses. Là. Mais il y a aussi le normatif pour lequel ils ont fait des gains intéressants. OK, raison de plus pour vous demander de vous prêter à faire c'est quoi, 6 mois, un an? Non, j'espère que ça ne t'offrira pas si longtemps que ça, mais en même temps, il faut être deux pour danser. Il faut être deux pour danser. Moi, au final, là, pensez-vous que ça me plaît? Ça me plaît pas pantoute qu'il y ait une grève, là. On veut être la ville la plus active au Canada. On travaille pour que notre monde soit en santé, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux. C'est pas du tout dans mon plan de match de faire c'est pas grave si tout ça est fermé. Ça m'écoeure. Mais après ça, c'est eux qui décident de faire la grève. Alors j'espère le plus rapidement possible, on va trouver un terrain d'entente. On va pouvoir trouver un terrain d'entente qui respecte le compte de taxes des citoyens. Qu'est-ce que vous pensez du projet de loi du ministre Jean Boulet déposé la semaine dernière? Là, je comprends que c'est pas un outil que vous pourriez utiliser là parce qu'il doit être débattu, adopté, tout ça, mais qui viendrait donner un outil au gouvernement pour faire comme le fédéral l'a fait avec les ports, avec les chemins de fer, avec Post Canada, puis imposer un arbitrage exécutoire. Dire, là, on a donné la chance à négociation, les services sont affectés, vous retournez au travail, on nomme un arbitre, puis la décision va être exécutoire. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Bien, c'est sûr que de ma position, la réponse est j'ai une belle ouverture. J'ai une belle ouverture parce que Jérôme en parle. Si ça dure 6 mois, 8 mois, ça va être catastrophique. Là. Ben oui, sur la santé, entre autres. Sur la santé, mais sur la vie de quartier, sur ce qui se passe, sur les accès à l'ensemble des services aux citoyens. Fait que c'est sûr que j'ai une ouverture. Je connais pas le projet de loi dans le détail. Est-ce qu'il va trop loin? Est-ce qu'il va pas assez loin? Je le sais pas. Mais c'est sûr que un des constats qu'on fait, Jonathan, c'est que, vous savez, le premier ministre disait les fonctionnaires municipaux gagnent trop. Vous vous souvenez, il a dit ça souvent, ils gagnent 30 % de trop. Ce qui est vrai. Moi, ils ont pas volé. Ça a dopé les salaires ailleurs, là, au provincial, au fédéral. Ils n'ont pas volé leurs conditions. Cependant, notre pouvoir de négociation, il n'est pas si grand que ça. Fait que c'est sûr que s'il y a un projet de loi qui vient rétablir un peu d'équilibre, ça va peut-être nous aider. C'est ça. Le vieux Colisée, oui. On a appris ça hier qu'il allait être démoli. Idéalement, là, on recevait votre collègue hier qui nous parlait de résidentiel, de verdure, d'un parc aussi. Pour le maire, ça devrait être quoi? Moi, je pense que ça prend du monde dans ce coin-là. Ça prend du monde. Pour le grand marché. Pour mettre de la vie un peu. Votre vision à vous de ce terrain-là, c'est quoi? Tu sais, on a présentement, à petite échelle, puis Jérôme t'en a visité, aux États-Unis, on voit souvent ça, 3-4 stades reliés dans une ville, puis là, tu as une mer de stationnement. Quand tu as le stade plein puis tu as un tailgate, il y a de l'ambiance. Mais sinon, c'est mort. C'est vide. Ça, c'est un modèle, je te dirais, des années 70, début 80. Là. Exact. Ouais. Fait que tu regroupes le stade de football, l'aréna de basketball, l'aréna de hockey, mais le stationnement est commun, mais il ne se passe rien en dehors de ça. Et honnêtement, un exemple, pour moi, un des exemples les plus pathétiques, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est les sénateurs d'Ottawa au Canada. Oui, puis je vais vous donner un autre exemple. Philadelphie, là, c'est comme ça. C'est exactement comme vous l'écrivez. Et là, les Flyers déménagent au centre-ville dans quelques années. Le modèle à Montréal, il marche. Un aréna au centre-ville où tu peux aller manger au Saint-Hubert, au restaurant à côté, tu peux sortir prendre une bière avant. Toronto, c'est comme ça aussi. Toronto, tu as raison. Donc, on ne redéplacera pas le centre Vidéotron. C'est un espace qui était là. On a des facilités là, on a une plage en Béliveau, mais il faut amener, exactement comme tu l'as dit, de la vie, du monde. Il faut profiter de cette occasion-là que nous avons pour amener du logement. Hey, c'est centre-ville, là. C'est du monde qui va habiter au centre-ville, c'est du monde qui va habiter dans un espace super intéressant. Après ça, est-ce qu'il peut répondre à d'autres fonctions? Tu sais, Patrick Dom du tournoi Pee-Wee disait hier, on a des enjeux de stationnement. Ça en prend, c'est vrai aussi. C'est la première fois qu'on les nomme. Ouais. Présentement, il n'en manquera pas. Notre contrat qu'on a avec le centre Vidéotron, même si on a enlevé une partie des stationnements, il n'en manquera pas. Mais est-ce qu'on peut regarder un stationnement étagé? Est-ce qu'on peut ajouter ça dans ce qui est à construire pour dire que ça va faciliter le monde qui va venir se stationner au centre Vidéotron quand ils viennent à un événement, un concert, une partie de hockey? Pourquoi pas? C'est pas exclu, ça. Pourquoi ce serait exclu? Bien, parce que c'est comme un vieux modèle, ça aussi. Je me souviens, le maire Labaume était un peu en guerre contre ça.
Il y en a un nouveau qui s'est bâti dans les dernières années à Québec, celui de Place Saint-Denis. Oui, exact. Il n'y en a pas beaucoup, là, des stationnements comme ça à étage qui ont été bâtis. Il y avait un projet sur Grande Allée il y a quelques années, ça n'a pas passé non il y avait plus. oui, ça, c'était en ville, c'était près du Concorde. C'est ça, mais vous n'êtes pas fermé à ça, vous, un parking étagé. Là. Non. Puis, il y a plusieurs raisons qui peuvent être bonnes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ça. Je suis en train de dire, regardons, est-ce que ça peut améliorer le fait que quand les gens viennent au centre Vidéotron, ça sort mieux, ça rentre mieux. Pourquoi pas le regarder? Puis, on peut le regarder avec le promoteur avec qui on décidera de travailler dans le logement. Un logement, OK, ça, c'est important. Le prix d'un logement, quand tu as du stationnement souterrain, le stationnement souterrain vaut pour 50, 60, 70 000 $ du prix de l'appartement. Ça coûte super cher construire en sous-sol. Construire en surface, ça coûte cher parce que tu es obligé d'en prendre large et long. Est-ce qu'un stationnement peut être étagé pourrait être construit et faire en sorte que si un jour on n'en a plus besoin, je dis si, ben, tu le démolis, tu construis d'autres choses. Si une fois que tu as ton stationnement souterrain, tu ne peux plus le démolir. Ça, c'est quand le tramway va être là, vous allez démolir ça. Non, c'est pas ça que je dis. Je fais juste te dire, il permet une plus grande agilité. Ouais. Je te dis pas qu'il faut le démolir un jour. Je te dis juste, si jamais un jour on dit on en a moins besoin, mais on peut prendre 2 étages, on fait d'autres choses. Une fois qu'il est en souterrain, là, tu peux pas construire là, des appartements. Là. Est-ce que c'est une avenue? Faut l'envisager. Moi, je suis ouvert à l'envisager. Vous avez parlé du tramway. C'est impossible de pas vous parler des déboires du REM, justement, ici à Montréal. Il est gratuit. C'est le bordel. Gratuit cette semaine. Ben oui, c'est ça. Cette semaine, il est gratuit, mais à 10 heures, il n'est plus en opération. Il est juste en opération aux heures de pointe. C'est un bordel. Je ne sais pas si vous avez entendu l'entrevue catastrophique du PDG de CDPQ Infra, M. Arbeau, qui incidemment est responsable du dossier du tramway de Québec. Ça vous dit quoi, les déboires du REM du côté de Montréal? Est-ce que ça vous fait craindre ce qui va se passer à Québec? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « on devrait regarder ça puis tirer à la plug sur le projet de tramway ». J'ose imaginer qu'on n'en est pas là, mais quand même, ça soulève des questions qui sont loin d'être anodines. Puis j'espère, puis je suis convaincu que les gens apprennent. Honnêtement, pour Québec, c'est pas une mauvaise nouvelle. Pour Montréal, c'est une mauvaise nouvelle, je le comprends. Mais pour Québec, ça permet à CDPQ Infra et ses partenaires de dire qu'est-ce qu'on fait de différent, qu'est-ce qu'on apprend. C'est nécessaire. Alors, pour Québec, on est dans 2033. Fait qu'on a le temps d'apprendre. C'est ce qu'on a fait d'Ottawa quand ça allait mal. Ottawa, ça va mieux, là. Ils ont appris. Au début, ça a mal été, ça a mal parti. Les portes qui ouvrent pas, mais en même temps, les hivers sont pires qu'à Montréal et Ottawa, ici. Là. Puis l'autre affaire dans mais attends, à Sapporo, là, il tombe 5 mètres de neige. Oui. C'est juste du verglas puis des moins 25 comme ici. Ils ont un hiver. Ici. Mais non, mais il est tombé 1 mètre dernièrement. Ils sont capables de faire fonctionner du transport collectif. Je comprends ça, mais l'autre point, c'est il n'y a pas quelque chose d'ironique, un peu, M. le maire, avoir des autobus venir prêter main forte à un train qu'on a bâti à fort prix. Ce ne serait pas supposé. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent gardons les autobus. T'sais, mettons plus d'autobus. On l'entend souvent, là, des opposants. Oui, mais ça. Tramway. Puis là, on a des bons vieux autobus qui, dans le fond, viennent prêter rescousse au REM à Montréal. Les autobus en tempête, là, ils ne marchent pas mieux. Là. Et dans les jours de tempête. Ben, ils roulent au moins. Ben oui, mais souvent, c'est mieux que pas pantoute avec le REM. OK, mais je vais te parler de ce qui s'est passé pendant la tempête la semaine passée sur certains afficheurs. Puis c'est pas la faute du RTC. C'est la tempête, ça bat son plein. Tu as un prochain autobus dans 18 minutes, le suivant dans 19, puis l'autre après dans 20, parce qu'ils sont tous pognés ensemble. Ouais. Rajouter des autobus à Québec, t'améliores pas de fluidité. Ni pour les automobilistes, ni pour les utilisateurs de l'autobus. On est au bouchon sur René-Lévesque, on est au bouchon à Basseville, on est au bouchon sur la 1er Avenue, on est au bouchon à Charlebourg. Le fait qu'Alstom aussi soit impliqué avec la caisse de dépôt, c'est le même combo qu'ici. Là. Je veux dire, faites-vous confiance au combo Alstom, caisse de dépôt, après ce que vous voyez? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'apprendre, ces gens-là. J'espère qu'ils sont capables d'apprendre. Ils ont 7 ans. Là. Ben, on est rendu un petit peu autour de ça. Ils ont 7 ans pour apprendre. J'ai pleinement... Alstom, c'est pas des pieds de céleri, là. Non, mais il reste que l'expertise en matière de trains hivernaux pour résister à l'hiver, là. On a un exemple frappant dans notre cours, puis on se dit, ils savent-tu ce qu'ils font, ces gens-là? Oui, mais c'est pas parce qu'il y a un exemple qui a eu des ratés que ça veut dire que ça va tout le temps être des ratés et qu'il n'y a rien à faire en hiver. Il y a des gens qui font comme, tu sais, les Nordiques arrivent, c'est sûr qu'ils seront pas bons parce que le Canadien n'est pas bon. Non, c'est sûr. Sauf qu'on se demande à quel prix. On nous parle de rodage. Le rodage va durer combien de temps? Là, on m'expliquait hier que finalement, c'est les aiguilleurs. Là, c'est des chaufferettes sur les rails qui sont pas assez puissantes. Là, on s'en aperçoit là. Fait que là, il faut changer ça et tout ça. Il y a des coûts rattachés à ça aussi. À un moment donné, on ne veut pas passer par ça non plus. Oui, mais nous, on bénéficie de ça. Là. Et ces gens-là, ils apprennent. Là. Ils apprennent en disant, OK, pour Québec, c'est des apprentissages hyper précieux. Je ne souhaite pas le malheur à Montréal, mais chaque malheur qui arrive ailleurs, pas juste à Montréal, il faut en apprendre puis dire, nous, on va corriger ça dès le départ. Puis la CDPQ Infra, c'est du monde brillant, c'est du monde capable de poser le bon diagnostic. Ils ne vont pas répéter les mêmes erreurs. Là.
Sur la communication aussi, parce que je pense que c'est une des lacunes majeures ici avec mais la à Québec, REM. on a quelqu'un de solide. Là. Claude Côté-Chabot qui s'occupe des communications, là, est forte. L'ancienne de TVA? Oui. Elle est rendue avec vous autres? Ben, pas que nous autres. Elle était avec la CDPQ. Ah, je savais pas, OK. Oui. OK, je savais pas. Oui, il y a une solide, là. OK. Fait que, Ils oui, repêchent beaucoup à TVA, eux autres. Là. Il y a aussi Michel Lamarche qui est à la caisse de C'est un dépôt. petit bout qu'elle est là, oui. OK. Elle est à Montréal, mais nous, on a la meilleure. OK. Je savais pas. Ben, prenez ça. T'avais-tu d'autres questions, Joe? Moi, je n'ai plus encore. Ah oui, non, j'en ai. Ben, Vas-y. oui, vas-y, Jérôme. Ben, en fait, moi, je me demandais, les consultations sur le troisième lien, les voix citées à ça. Non. D'abord, Gilles, il a raison. Là, Vous voulez pas avoir un petit one-on-one, là? Ils vont faire... je lisais ça ce matin, puis je me disais, mon Dieu, c'est donc bien bidon, là. Il n'y a pas de micro, c'est... Venez à un petit kiosque, si vous avez une question, on va essayer de vous parler puis de vous écouter, là. Puis là, on va dire, on a consulté. Trouvez-vous ça bon? Mais vous voulez pas plus d'infos là-dessus, non? Ben, j'en ai pas eu d'infos. Quel silence, monsieur le maire. Mais non, mais là, Je pensais que le lien avait coupé avec Montréal. il n'y a pas juste le REM, il y a le lien qui a coupé. Non, mais je n'ai pas l'info. Fait que je sais pas quoi te dire. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont présenter. Ben, c'est une séance d'infos, donc. C'est pour de l'info. Vous en voulez pas d'infos Mais là-dessus? j'en veux, mais Gilles a raison. Ça ne nous a pas été présenté. OK. Un troisième lien qui, disons, terminerait sa course à quelque part avec une sortie dans le Vieux-Québec, comme l'a brandi Québec solidaire. Vous pensez quoi de ça? En fait, ce qu'il disait, c'est qu'il passait sous le Vieux-Québec. Sous le Vieux-Québec, pour avec... sortir plus loin. C'est des travaux. Mais encore là, plus loin, je pense qu'ils n'ont pas précisé où. Non. Mais je veux dire, c'est une sortie, peut-être pas dans le Vieux-Québec, mais sur votre territoire, peut-être. On parlait des fois du coin de Soumande et tout ça. Ouais. Ça vous dit quoi tout ça? Et les travaux en dessous du secteur historique et une sortie dans un coin peut-être déjà engorgé. Là. J'ose espérer qu'il y a assez de génie d'ingénieurs ici qu'on est capable de faire des travaux sous la falaise pour faire en sorte de ne pas fragiliser le Vieux-Québec. Là. Je ne suis pas un expert, fait que les ingénieurs nous le diront. La question de la sortie reste problématique. Parce que les 6 trajets observés par CDPQ Infra, les 6 trajets proposés, ils ne trouvaient pas de gain pour la congestion à Québec. Il faut que le gouvernement, quand il va dire mon projet il aboutit là, ben voici le gain pour la congestion. Si on est plus pogné dans la congestion, déjà qu'elle augmente, on n'a rien gagné. Oui, c'est ça, parce qu'on pense souvent à soulager la congestion, ça arrive sud, mais il ne faut pas en créer ça arrive nord non plus. Là. Puis présentement, c'est ce que CDPQ Infra dit. Notre analyse nous dit que les 6 trajets créent de la congestion à Québec. Alors, le gouvernement a sûrement entendu ça, puis va travailler à nous dire ça va améliorer la congestion. Tu sais, même les gens de Château-Richer, Beaupré, qui disent que ce serait le fun qui arrivent pas très loin des chutes Montmorency, mettons, là. Mais si c'est pas prouvé que ça améliore leur vie, puis que quand eux autres débarquent à Québec, sont pognés dans la congestion parce que le monde qui arrive du troisième lien débarque là, ils vont sacrer autant que nous autres. Là. Ouais. Fait que je pense que le gouvernement a bien compris ça, puis il va nous présenter, quand il va être prêt, en quoi ça améliore le sort du monde. Faut que ça améliore le sort du monde. Je veux vous entendre sur le projet dont on a parlé hier, celui dans l'ancien édifice de l'Aube-Rivière. Oui. Je trouve qu'il y a un pari audacieux du propriétaire là-dedans. Je pense que c'est lui qui prend la majeure partie des risques. Oui. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y aura pas un stationnement pour chaque logement là-dedans. 0,46. 0,46. Donc, pour moins d'un logement, pour moins d'un appartement, pour moins de la moitié, en fait, des appartements, il y aura un stationnement. Ouais. Trouvez-vous ça risqué de faire ça? Moi, je vis dans le Vieux-Québec là, depuis un an, là, en plein centre-ville. Première question que j'ai posée quand je suis arrivé, c'est y a-tu 2 parkings? Là? Oui. Pour stationner nos 2 autos. Ouais. Tu ne trouvez pas qu'il y a un risque là-dedans de bâtir sans stationnement, un stationnement minimum par, Dépendamment par de où unité? t'es. Si tu me dis que tu es dans Le Bourgneuf, le risque est plus grand que là où il va être, en face de la gare de train, dans le Vieux-Québec. Bon, mais on a oui. des chars aussi dans le Vieux-Québec. Pardon? On a des autos, même non, des mais- VUS. J'ai même un VUS moi, dans le Non, Vieux-Québec. c'est pas moi qui va te tirer une tomate, là. Tu le sais très bien, là. T'as le droit d'avoir la voiture que tu veux, puis c'est toi qui Non, mais il y a un décides ce que t'as besoin, statement c'est pas moi qui là-dedans. vais là. décider. Il y a un statement là-dedans. là. Oui, mais c'est un statement du propriétaire, du promoteur du projet qui dit « Je pense que je vais y arriver Ouais. ». Nous, c'est pas une demande, là. C'est sa décision de dire « Ça va me permettre de construire à moins cher ». Rappelons-nous, là, 50, 60, 70 000 $ par case de stationnement souterrain, ça monte le prix de ton appartement ou de ton C'est condo. sûr, mais il y là. en a 3 000 là-dedans, pas de parking. C'est quelque chose. Là. 3 000 par mois, pas de Non, stationnement. mais il y en a du parking, mais il n'y en a pas en quantité qu'on voit ailleurs. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est beaucoup de promoteurs aller vers ça. Hein. C'est beaucoup de promoteurs. S'ils prennent le risque, moi, j'ai moins de Mais problèmes. c'est eux avec autres qui ça, prennent là. le risque. Ouais, Alors, ils prennent ouais. le risque de dire on va être un endroit névralgique. Les gens vont pouvoir se déplacer de plein de façons, dont l'auto, Ouais. pas juste l'auto. Les camps d'été, C'est un beau projet en passant. Oui. Je me suis fait critiquer sur ce projet-là, j'ai été surpris. Oui. Les oppositions à Québec m'ont critiqué, là, notamment Priorité Québec, puis Québec d'abord. là, Parce qu'il n'y a en pas de parking? disant- Non. Parce qu'il était scandalisé qu'il y ait des appartements à 3 000. Ben, c'est Il y a une bonne nouvelle là-dedans. Je suis Moi, je d'accord suis avec pas vous scandalisé. là-dessus. Puis, tant mieux s'il y a des appartements à Oui. 5 000. Puis s'il y a du monde qui sont capables de payer 10 000 par mois pour des appartements, je veux qu'on en Mais construise. c'est du 800-900 qu'on manque à Québec. Là. Oui, C'est ça, mais c'est capoté, cette réaction qu'on a.
Quand il y a des appartements pour du monde qui ont de l'argent, on est scandalisé. Non, il y a un marché, c'est une bonne nouvelle, je suis d'accord avec vous. Moi, tant mieux, s'il y a du monde qui vient l'habiter à Québec puis ils paient 10 000 par mois, ça leur appartient. Ils vont consommer à Québec, ils vont consommer dans les restos. C'est juste que j'ai l'impression que le message qui est envoyé depuis quelques années, c'est qu'un appartement à cette heure, c'est pour du monde qui a de l'argent. Tu sais, je veux dire, des 3,5 à 17, 1800, c'est très, très, très fréquent. Fait que je pense que les gens s'attendent à ce qu'on annonce des projets d'appartements à des à des prix qui sont un petit peu à la baisse versus des appartements qu'on va qualifier de luxe. Là. Mais moi, je suis tout à fait d'accord que c'est une bonne chose. Mais si un n'empêche pas l'autre. ont les moyens. Oui, mais c'est ça. Mais je pense que ça peut expliquer la réaction. Oui, mais des fois, on a une réaction épidermique à Québec sur « Oh mon Dieu, les riches ». Mais non. Et moi, j'ai pas de problème. Pourquoi ça serait juste pour New York ou pour Montréal ou pour Toronto, qui est une maudite belle ville? Quelqu'un qui est capable de se le payer, son penthouse à 10 000, ça y appartient. Moi, je suis pas capable de payer ça. Mais quelqu'un qui est capable de se le payer, pourquoi pas? Mais ça n'empêche pas. Hier, là, dans la présentation qu'il faisait, le promoteur, Jérôme Côté, il y a des appartements là-dedans à 1100 $, à 1200, 1300. C'est faux de vouloir nous diviser et de dire « Ah, il y en a juste pour les riches ». C'est pas vrai. Il a donné la braquette. Ça commence à 1100, ça finit à 3000. Il n'y a pas juste du 3000. Puis oui, il faut en construire plus de logements. Mais oublions pas que les coûts de construction, c'est pas à faute des promoteurs, font en sorte que c'est plus possible de construire du logement abordable, même s'il y a un marché. Ouais. Il faut le subventionner, il faut le soutenir, parce que quand on n'y arrive pas, le coût à la porte, en bas de 250-300 000 la porte, il est dur à trouver, surtout dans des endroits conscrits comme le Vieux-Québec, comme certaines parties de la ville. Alors, oui, on a eu une année en 2024, la meilleure année en logement social et abordable, parce qu'on a investi 3 fois plus en millions qu'on investissait à Québec. On y croit. En même temps, c'est pas vrai que je vais me gêner et dire tant mieux s'il y a des promoteurs qui construisent du luxe. On en a besoin à Québec. La mixité, c'est pas juste des pauvres, c'est du monde de tous les revenus qui habitent Québec puis qui, dans leur vie, peuvent être parfois pauvres et parfois plus riches en vieillissant. Ça dépend. C'est ça, la mixité. Le temps file, M. Le maire. Dernière question en ce qui me concerne. Quand vous venez nous voir, on fait un peu le bilan des dossiers qu'il y a eu dans les dernières semaines. Puis, évidemment, une histoire qui a retenu pas mal l'attention, c'est celle de Vicky Lépine, la citoyenne au conseil municipal. Vous avez parlé d'un salut nazi, elle a exigé des excuses. Elle exclut toujours pas de poursuivre. Avec le recul, est-ce que vous avouez que vous l'avez un peu échappé ce soir-là? Mais ce que j'avais à dire, puis les excuses, je les ai présentées. Maintenant, elle veut aller en cours, elle veut poursuivre, elle a dit qu'elle poursuivrait. Je vais m'arrêter là, on va laisser la cour statuer. Parce que est-ce que vous pensez qu'il y a un agenda politique derrière ça? Il y a des gens qui nous chuchotaient ça. Quelqu'un qui veut se présenter aussi. Puis s'il y en a un, l'avenir le dira, mais c'est pas à moi de statuer. Mais vous regrettez vos propos? Ce que j'ai fait comme excuse, je le pensais, puis je l'ai dit. C'est une habituée, c'est du conseil de vie, c'est quelqu'un qui est de bonne foi d'habitude, parce que des fois, on en voit qui sont quasiment... Je dis pas elle, mais il peut y en avoir des fois qui vont être quasiment quérulents, à la limite, mais dans son cas, elle, c'est quelqu'un qui était de bonne foi d'habitude. Je veux pas commenter. Parce qu'on se demande encore qu'est-ce qui... Je veux pas commenter. Ça peut arriver une crampe aux ovules aussi. On fait tous des erreurs aussi. Là, mais je veux pas commenter parce qu'on s'en va en cours, fait que tout ce qui va être dit va être retenu. Elle a décidé d'utiliser les recours juridiques, elle a le droit. OK, y a-t-il des documents qui sont rentrés? Avez-vous été mis en demeure? Non, mais c'est ce qu'elle a dit, elle. OK, il n'y a pas de documents de rentrée encore. Je pense pas. OK, moi, j'ai une dernière question aussi concernant les camps d'été. J'ai des parents inquiets avec... on revient au col bleu, là. Ouais. Bon, là, il y a un impact sur les patinoires déneigement, vidange, etc. Camp d'été, ça commence-tu à être inquiétant un peu aussi? Ça pourrait être quoi l'impact là-dessus? Non, mais pas maintenant. Pas maintenant? Parce qu'on a le temps de se revirer de bord, ça va vite pour les parents qui organisent ça, présentement. Oui, on est d'accord. Puis qui en ont besoin. Oui. Ils en ont besoin. Est-ce que théoriquement, ça pourrait avoir des impacts? Parce qu'il y a des moniteurs, qui ne sont pas des employés. Mais les moniteurs, c'est pas des cols bleus. C'est ça, c'est pas des cols bleus, mais ceux qui préparent les terrains. C'est là où on va avoir des défis. Là. Oui. C'est là où on va avoir des défis dans certaines préparations de terrain, espaces où les camps de jour sont. Mais ça va être vraiment, tout comme les vidanges, là. Il y a des gens dans les vidanges qui ne voient pas du tout d'effet. Parce que c'est des privés qui le font. Oui. Il y a des gens comme Lac-Saint-Charles et Beauport voient beaucoup d'effets. Eux autres sont au mois parce que c'était les cols bleus qui le faisaient. Ça va être la même affaire dans la préparation des terrains pour les camps de jour. On pense ici à côté, Loisir Montcalm, c'est pas lié au col bleu. Par contre, il y a d'autres qui vont avoir plus d'impact, mais notre travail, c'est de faire en sorte que les parents puissent avoir accès à ça. Maintenant, l'ensemble des conséquences, j'espère qu'on n'aura même pas à se rendre là, puis qu'on aura signé, puis qu'on sera dans l'harmonie. On a fait une proposition équitable. J'espère qu'ils vont l'apprécier. Espérons que ça se règle rapidement. M. Gilbert, merci d'être passé faire votre tour. On se reparle le mois prochain. On se reparle le mois prochain, peut-être avant. Il y a des beaux projets qui s'en viennent, les gars. Avant, et la quand vous voulez. Merci Bruno Marchand, maire de Québec, qui était avec nous en studio. Continuez de nous écrire